Jin-Woo dégaine sa dague, prêt à se battre. Mais contre toute attente, les morts-vivants s'agenouillent devant lui, comme s'ils reconnaissaient un maître. Jin-Woo reste un instant sans voix, avant de comprendre. C'est sans doute à cause de son statut de monarque de l'ombre. Profitant de cette soumission, il bondit au-dessus d'eux et invoque Keizel. Montant sur le dos de son dragon de l'ombre, il active sa compétence « Domaine du monarque », renforçant toutes ses statistiques de 50%. Puis, d'une voix puissante, il ordonne à Keizel de foncer à toute vitesse vers Gina. La scène se déplace vers l'école, où les hauts orques guerriers de l'ombre ont vaincu les monstres orques. Les élèves, choqués et confus, se demandent si les trois créatures qu'ils voient sont venues pour les protéger. L'un des hauts orques de l'ombre veille attentivement sur Gina. Il lui indique une direction, l'avertissant qu'une nouvelle menace est sur le point d'apparaître. Pendant ce temps, dans le donjon de l'école, un seigneur de guerre ORC, chef de la tribu de la Lame Rouge nommé Groktor, est assis sur son trône. L'un de ses subordonnés lui rapporte que les humains, autrefois en danger, sont désormais protégés par trois hauts orques guerriers de l'ombre. Groktor est stupéfait. Incapable de croire que ces puissants guerriers orques n'aient pu vaincre ses adversaires, il ordonne à ses troupes de lui montrer le chemin, prêt à se battre lui-même pour les massacrer. La scène se déplace de nouveau vers le donjon, où les soldats fourmis de l'ombre commencent à bouger. Cette vision emplit les chasseurs de peur, redoutant que ces créatures invoquées ne perdent le contrôle et se retournent contre eux. Zhang Su, inquiet, envisage de quitter le donjon, mais se souvient de la présence des journalistes qui les attendent dehors. Il commence à réfléchir à une excuse, songeant à dire qu'il bat en retraite par peur des soldats invoqués par Jin-Woo. Soudain, Beru apparaît devant lui, le surprenant et lui envoyant un frisson de terreur. Avant même qu'il ne puisse reculer, Beru lui lance quelque chose, la tête d'un chevalier de la mort. Les chasseurs, témoins de la scène, sont stupéfaits. Ils commentent à quel point les fourmis ont facilement abattu un monstre d'un si haut niveau. Zhang Su esquisse un sourire, réalisant la chance qu'ils ont d'avoir des alliés aussi puissants, puis ordonne à son équipe de continuer le raid. Mais sans qu'ils ne s'en rendent compte, ses coéquipiers avaient déjà avancé, suivant les soldats fourmis dans les profondeurs du donjon. La scène revient à l'école, où une bataille féroce fait rage entre Groktor et les trois soldats orques de l'ombre. Les rugissements des orques résonnent, semblables à ceux d'une foule en délire encourageant un lutteur sur un ring. Groktor, affichant fièrement les tatouages qui couvrent son corps, les considère comme les marques de ses nombreuses batailles. Fixant les guerriers de l'ombre, il les provoque, prêt à prouver sa supériorité. Il abat sa lame avec une force terrifiante, mais l'un des guerriers parvient à bloquer le coup. Surpris, Groktor redouble d'efforts et réussit à trancher un des soldats en deux. Cependant, à sa stupeur, le corps de ce dernier se régénère aussitôt. Groktor reste bouche bée, comme s'il venait d'assister à un tour de magie. Soudain, une douleur aiguë lui transperce la tête, accompagnée d'une voix dans son esprit lui ordonnant de tuer un humain. Réalisant qu'il doit en finir vite, il tourne son regard vers Gina, cachée derrière un des guerriers. Il comprend que la source du pouvoir magique des ombres provient d'elle. Groktor ordonne à ses troupes d'attaquer sans relâche. Les orques se ruent en masse, submergeant les guerriers de l'ombre. Les élèves, terrifiés par la scène, paniquent et hurlent, incapables de croire ce qu'ils voient. Profitant du chaos, Groktor attrape Gina par la tête, prêt à l'écraser. Mais soudain, il ressent une présence terrifiante approcher. Son corps se fige, la peur le saisit, et il relâche aussitôt sa prise, criant à ses subordonnés de se préparer à l'impact. Une gigantesque explosion déchire le mur de l'école. Des débris volent dans tous les sens, et une silhouette apparaît au milieu de la poussière. Calmement, elle s'avance et dit à Gina que tout ira bien. C'est Jin-Woo, arrivé sur le dos de Keizel, après avoir traversé le mur de plein fouet. Groktor, réalisant la puissance qui se tient devant lui, tente de se présenter comme le chef de la Lame Rouge. Mais Jin-Woo le pointe du doigt et, d'une voix froide, lui ordonne de se taire et d'attendre. Il se tourne ensuite vers sa sœur et s'assure que ses amis vont bien. En voyant son visage apeuré, il comprend qu'elle vient d'être agressée par ce monstre, ce qui ne fait qu'attiser sa colère. Jin-Woo invoque Ygri pour protéger Gina, puis appelle plusieurs chevaliers de l'ombre afin d'escorter les élèves hors du bâtiment. Les monstres tentent d'attaquer, mais Jin-Woo les fige d'un seul regard, leur ordonnant dans leur propre langue de ne pas bouger. Grâce aux soldats de l'ombre, les étudiants sont évacués sans encombre. Une fois tout le monde en sécurité, Groktor, tremblant, réalise que les guerriers immortels qu'il a vus sont bel et bien sous le contrôle de Jin-Woo, et il se demande comment un humain peut parler leur langue. Mais Jin-Woo, submergé par la rage, reste silencieux. Voyant qu'il ne répond pas, Groktor ordonne une nouvelle attaque. Les monstres foncent sur lui, armes levées. L'un d'eux tente de le frapper, mais Jin-Woo saisit son bras et l'écrase violemment au sol avant de lui broyer le crâne d'un coup de pied. Deux autres orques se précipitent sur lui,
Mais Jinwoo active sa compétence toucher du dominateur et les contrôle instantanément avant de briser leur corps d'un simple geste. Les orques restants, pris de rage, se jettent tous sur lui, mais Jinwoo, d'une vitesse foudroyante, les anéantit en un seul mouvement. Groktor n'en croit pas ses yeux. En un instant, son armée est anéantie. Jinwoo l'attrape alors par la tête et le projette violemment contre un mur. En voyant les corps sans vie des élèves massacrés, la fureur de Jinwoo explose. Il hurle à Groktor de lui dire pourquoi les orques ont massacré des humains avec une telle cruauté. Groktor, terrifié, répond qu'ils agissaient sous les ordres reçus de leurs supérieurs. D'un ton glacial, Jinwoo lui demande si ces ordres incluaient aussi de le tuer. Lui, l'ORC panique, nie en sanglotant, suppliant qu'on lui épargne la vie. Mais Jinwoo, impassible, le fixe d'un regard froid et lui répond que sa mort sera douloureuse. Il dégaine sa dague et découpe Groktor sans pitié, le réduisant en morceaux jusqu'à ce qu'il meure. La scène se déplace ensuite vers le donjon, où les soldats fourmis de l'ombre se repaissent des cadavres des morts-vivants vaincus. Yaram, remarquant la grande valeur des corps de monstres, tente d'en récupérer un, mais son geste provoque la colère d'un soldat fourmi, qui la blesse par réflexe. Le soldat la fixe avec colère, comme si elle avait insulté sa mère ou tenté de lui voler sa nourriture. Baru intervient aussitôt, apaisant la situation. D'un geste calme, il utilise un sort de soin sur Yaram. Surprise, elle découvre qu'une créature invoquée maîtrise la magie de guérison et bien mieux qu'elle-même. Honteuse, elle réalise à quel point ses pouvoirs sont dérisoires face à ceux des invocations de Jinwoo. En avançant plus profondément dans le donjon, ils atteignent la salle du boss. Celle-ci est gardée par de puissants soldats morts-vivants, tandis que plusieurs archliches flottent au-dessus d'eux. En voyant ces monstres, les chasseurs sont stupéfaits. Ils comprennent que ces ennemis sont bien plus dangereux que le chevalier de la mort affronté plus tôt. Jang Su, paniqué, prévient son équipe que les archliches sont redoutables, rappelant qu'ils avaient autrefois anéanti la guilde du Dragon d'Or en Chine, provoquant une rupture de donjon qu'un seul chasseur de rang national, Lu Jigang, avait pu arrêter. Il avertit également que même les soldats morts-vivants ici présents sont plus puissants que des chasseurs de rang A. Mais les choses empirent encore lorsque les cadavres morts-vivants se relèvent, leur coupant toute retraite. Paniqué, Jang Su crie à Yaram de bloquer l'entrée. Celle-ci active rapidement sa compétence mur sacré, érigeant une barrière magique pour contenir l'assaut. Sous la pression, Jang Su réalise qu'il est impossible de terminer ce raid sans Jinwoo. Yaram le prévient que sa barrière ne tiendra que 5 minutes. Alors que tout semble perdu, Baru s'avance calmement vers les archliches. Les créatures le fixent, étonnées. Pourquoi un serviteur du monarque les attaquerait-il? Ils étaient censés être alliés. Baru les désigne du doigt et déclare d'une voix ferme. Nous avons été choisis par le monarque, et pas vous. Les archliches, furieux, exigent de parler directement au monarque. Mais avant qu'ils ne puissent dire un mot de plus, Beru surgit d'un éclair et leur crie. Vous parlez beaucoup trop pour des morts. Puis, d'un coup brutal, il écrase l'un des archliches au sol et en arrache le noyau vital avant de le réduire en poussière. Le boss éliminé, l'armée de morts-vivants s'effondre aussitôt, redevenant inerte. Beru rugit de triomphe, fier de sa victoire. De loin, Jang Su observe la scène, abasourdi. Invoquer des créatures aussi puissantes épuiserait n'importe quel invocateur. Mais Jinwoo, lui, ne montre aucun signe de fatigue. Il est d'un tout autre niveau, bien au-delà de tout ce qu'une grande guilde pourrait affronter. C'est presque injuste, comme voir quelqu'un finir un jeu en mode extrême pendant que les autres peinent encore au tutoriel. Impressionné, Yoon propose de former une alliance avec sa guilde, mais Jang Su reste sceptique. Cela semble trop beau pour être vrai. Yoon admet à contre-cœur qu'un chasseur aussi fort que Jinwoo n'a sans doute besoin de personne, capable de nettoyer un donjon de haut niveau aussi facilement qu'on réchauffe un repas au micro-ondes. Pourtant, Jang Su se souvient des règles strictes de l'association des chasseurs concernant le nombre de participants à un raid. Même Jinwoo devra les respecter. Yoon était convaincu que c'était enfin leur grande chance. Leur guilde pouvait rivaliser avec les plus puissantes, et avec la force écrasante de Jinwoo à la tête de leur troupe, chaque raid deviendrait une victoire assurée. Poussé par cet espoir, Jang Su décida de soumettre l'idée à Jinwoo. C'était une opportunité trop belle pour être ignorée, même si convaincre un homme comme lui revenait à demander à un chat d'aller nager. La scène s'ouvre dans une école, transformée en zone de chaos. Les chasseurs viennent d'arriver, organisant l'évacuation dans un vacarme déchirant. Les cris des parents résonnent, leur douleur transperce l'air alors qu'ils apprennent la perte de leurs enfants. Le rapport officiel tombe. 213 élèves ont perdu la vie dans cet incident. Pendant ce temps, un véhicule de l'association traverse la circulation à toute vitesse. À l'intérieur, Monsieur Go, inquiet, montre à Jinwoo un graphique affichant l'augmentation alarmante du nombre de portes à travers la Corée ces 6 derniers mois. Ce phénomène, explique-t-il, s'étend dans le monde entier. De plus en plus de personnes s'éveillent,
devenant des chasseurs à mesure que de nouvelles portes apparaissent. Comme si la planète elle-même cherchait à rétablir un nouvel équilibre. Jin-woo, pensif, regarde par la fenêtre. Il sent que le monde change. Lorsqu'il demande la raison de cette rencontre, Monsieur Go lui tend un dossier contenant des lettres officielles venant du Japon, de la Chine, de la Russie, des États-Unis et même du Moyen-Orient. Tous souhaitent établir un contact avec lui, le recruter, l'attirer dans leur rang. Mais Monsieur Go précise que la décision lui appartient entièrement. Pourtant, il ne cache pas son inquiétude. Si un chasseur du calibre de Jin-woo quittait la Corée, le pays pourrait perdre un atout essentiel face aux bouleversements à venir. Peu après, ils arrivent à l'hôpital où Gina est soignée. Avant de descendre du véhicule, Monsieur Go le rassure. L'association est prête à tout pour le garder en Corée, et il peut formuler n'importe quelle demande. Jin-woo se tourne vers lui. Son regard devient grave. Il n'a qu'un souhait, pouvoir entrer seul dans les donjons de haut niveau. La requête surprend Monsieur Go. Il sait que cela enfreint les règles de sécurité, établies pour éviter aux chasseurs des risques inutiles. Mais il comprend vite que ce désir est lié à l'ambition de Jin-woo, créer sa propre guilde. Travailler à sa manière. Après un moment de réflexion, Monsieur Go admet que la suppression de cette règle est difficile, mais pas impossible. Il promet de tout faire pour que cela devienne réalité. Plus tard, la scène se déplace dans le bureau d'une guilde. Jino est au téléphone avec sa cousine, Yu Suyan, une chasseuse de rang A et célébrité nationale. Enthousiaste, il l'invite à rejoindre sa guilde, affirmant qu'une guilde indépendante vaut mieux qu'être liée à celle de leur père. Mais Suyan se méfie, craignant une arnaque. D'un ton mystérieux, Jino lui assure qu'elle changera d'avis lorsqu'elle découvrira qui est le maître de la guilde. Lorsqu'elle arrive, elle reste figée. Devant elle se tient Jin-woo, le chasseur de rang S le plus célèbre de Corée. Surprise, elle reconnaît immédiatement son visage. Jino, amusé, lui donne un coup de coude en se moquant de sa réaction. Après quelques échanges, Suyan accepte finalement de rejoindre la guilde Jin. Ravie, elle demande à prendre une photo avec Jin-woo et la publie sur Instagram. Quelques minutes plus tard, le post explose. Plus de 200 000 mentions, j'aime, avec la légende, premier jour dans la guilde Jin. Mais ailleurs, Hunter Chat tombe sur la publication. Sous le choc, son corps se fige, tremblant comme un téléphone à 1% de batterie sans chargeur à proximité. La scène suivante nous transporte au bâtiment de l'Assemblée nationale. Une réunion tendue se tient autour de la demande de Jin-woo. Le député Jun Wook-nam s'y oppose fermement. Pour lui, compter les invocations comme des membres de raid est injuste. Cela donnerait à Jin-woo un traitement de faveur inacceptable. Monsieur Go, calme, reconnaît que c'est effectivement une exception. Mais il pose une question simple à l'Assemblée. Entre un raid composé de 20 chasseurs de rang A et un raid dirigé par Jin-woo, lequel choisiriez-vous pour affronter une brèche? Le silence s'installe. Puis, Monsieur Go se tourne vers le député Nam et souligne une évidence. Lui aussi a choisi de vivre près d'une guilde, dans un quartier protégé par un puissant chasseur. C'est la preuve que tout le monde, même les politiciens, compte sur des gens comme Jin-woo. Et si une porte de rang S apparaissait demain, qui protégerait la Corée? Le lendemain, la guilde Jin obtient l'autorisation officielle de lancer son premier raid. L'association sécurise le périmètre, mais à peine Jin-woo met-il un pied dehors que les journalistes se ruent sur lui, posant des questions sur sa guilde et sa relation avec Yu Suyan. Jin-chil intervient pour calmer la foule. Jin-woo, exaspéré, lui demande si l'association n'est pas censée protéger sa vie privée. Jin-chil explique que ses données personnelles sont confidentielles, mais que la localisation des portes finit toujours par fuiter. Il lui conseille d'éviter à l'avenir toute publication sur Instagram. Jin-woo esquisse un sourire gêné. Il comprend que cette soudaine attention médiatique vient de cette fameuse photo virale. Dans le donjon, Jino est stupéfait par la taille de la porte. Il craint qu'il ne puisse pas tout gérer seul. Mais Jin-woo invoque calmement ses soldats de l'ombre. Ils feront le travail. Intrigué, Jin-chil sort un appareil pour mesurer l'énergie magique d'un soldat. Les résultats le laissent sans voix. Un seul soldat possède la puissance d'un chasseur de rang B, voire plus. Équipé de son armure, Jin-chil explique qu'il a reçu l'ordre du président de l'association d'observer la sécurité du raid. Jin-woo l'avertit que ce n'est pas sans danger, mais il insiste. Pourtant, dès que les ombres se mettent en mouvement, son assurance s'évapore. Les chevaliers de l'ombre massacrent les monstres avec une efficacité terrifiante. Tank tranche la tête d'un monstre d'un seul coup. Iron ordonne aux fourmis-soldats d'écraser les vagues ennemies. Bu, lui, décapite les créatures d'un seul mouvement de griffe. Jin-chil reste pétrifié, leur capacité dépasse tout ce qu'il a vu. Son regard se pose ensuite sur Ygritte. L'épée du roi démon brille entre ses mains, libérant des éclairs dévastateurs à chaque frappe. Chaque mouvement est précis, majestueux, et les éclairs s'abattent comme une tempête, anéantissant les monstres sans leur laisser une chance.
Jingshil comprend alors. Ses invocations dépassent les chasseurs de rang A et peuvent rivaliser avec ceux de rang S. Pendant ce temps, les fourmis-soldats dévorent les têtes des monstres avec voracité. Agacé, Jinwoo en projette une contre le plafond du donjon. Il leur rappelle sèchement que les cadavres valent de l'argent, pas question de les gaspiller. Puis il ordonne à ses troupes de reprendre le travail. Jingshil, encore sous le choc, réalise enfin pourquoi on lui a demandé d'observer ce raid. Une fois les monstres gardiens éliminés, il ne reste plus que le boss. Un serpent humanoïde colossal brandissant 2 tridents. Jinwoo dissout une partie de ses invocations. Intrigué, Jingshil lui demande pourquoi. Jinwoo fait tourner ses dagues avec un sourire tranquille. S'il s'appuie trop sur ses ombres, ses propres compétences s'émousseront. Le combat s'engage. Le monstre frappe avec violence, mais Jinwoo esquive sans effort, bondissant sur son immense corps avant de trancher sa tête d'un seul coup. Le boss du donjon s'effondre, et une notification retentit dans son esprit. Vous avez tué le boss du donjon. Son niveau grimpe à 101. Toutes ses compétences, extraction d'ombre, sauvegarde d'ombre, domaine du monarque et échange d'ombre sont renforcées. Avec le temps de recharge de Shadow Exchange réduit d'1 heure, Jinwoo ressentit un vrai soulagement. Il savait qu'il pourrait désormais mieux protéger sa mère et sa sœur à l'avenir. Un sourire satisfait s'étire sur son visage. Debout près du cadavre du monstre, Jingshil ne pouvait cacher sa stupéfaction. Jinwoo avait réussi à transpercer les écailles incroyablement résistantes de cette créature en utilisant uniquement ses 2 dagues. S'avançant près du corps du boss du donjon, Jinwoo prononça calmement un mot. « Lève-toi ». Lentement, des ombres se détachèrent du cadavre, prenant forme pour devenir un nouveau soldat de l'ombre, un chevalier d'élite. Bien que plus petit que le monstre original, sa puissance magique rivalisait presque avec celle de Tusk. Jinwoo posa sa main sur sa tête et le nomma Jima. Jino, à ses côtés, regardait, bouche bée, admirant cette capacité à transformer un monstre aussi puissant en invocation. Mais l'attention de Jino fut rapidement attirée par le plafond du donjon, qui commençait à s'effondrer. Le signal était clair. Le donjon était sur le point de s'écrouler. Sans perdre de temps, il avertit Jinwoo de sortir immédiatement. Jinwoo comprit le danger, mais le problème restait. Comment transporter le cadavre massif du boss à l'extérieur? À l'extérieur, les journalistes restèrent figés en voyant le colossal soldat de l'ombre émerger de la porte, portant sur ses épaules le corps du monstre. Les flashs crépitaient, capturant chaque moment. Tusk, semblant presque comme une célébrité, affichait un sourire fier et gêné, absorbant toute l'attention. Jinwoo et Jino réalisèrent que leur premier raid avait littéralement attiré le regard du public. Pendant ce temps, le visage de Jingshil restait marqué par la peur, commenté par ce qu'il venait de voir. Même au bureau de l'association des chasseurs, il semblait encore figé par la terreur alors qu'il rapportait l'événement à Monsieur Go. Des gouttes de sueur perlaient sur son visage tandis qu'il répétait. Ce raid n'était pas typique, c'était un massacre. Monsieur Go, voyant l'état de Jingshil, lui conseilla de prendre du repos. Dans son esprit, il avait du mal à croire que Jinwoo avait géré tout cela seul. Vaincre les monstres, extraire les cristaux magiques et transporter le cadavre du boss. Appeler Jinwoo une équipe de raid à lui seul était un euphémisme. Il incarnait littéralement une guilde entière. Monsieur Go était convaincu que sa première impression de Jinwoo avait été exacte dès le départ et qu'il était sur le point de changer le classement mondial des meilleurs chasseurs. La scène se déplaça alors à Shinjuku, à Tokyo. Une immense porte apparut soudain dans le ciel, surgissant de nulle part. Les habitants, figés, regardaient cette ouverture imposante qui dégageait une aura de menace écrasante, impossible à ignorer. Tout le monde restait là, immobile, les yeux rivés sur ce phénomène terrifiant, incapable de détourner le regard. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve vendredi pour le prochain épisode. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu.